Bien, donc petit rappel, enfin petite suite sur les coordonnées polaires. J'ai oublié quelque chose en fait, d'un point de vue vocabulaire, donc c'est pas du tout grave, mais c'est juste que c'est important, donc il faut quand même qu'on en parle. Euh, Admettons. Donc, qu'est-ce que je vais raconter? Ok, donc les composantes. Donc on était bien en coordonnées polaires si je ne me trompe pas. On était encore en coordonnées polaires, j'avais pas commencé les sphériques. Voilà. Donc les composantes selon ER. J'en profite pour mettre ou euro si jamais vous êtes en coordonnées cylindriques. Oh s'il vous plaît, on y va là. Sont dites radiales. Donc on parle de composantes radiales, de direction radiale, etc. C'est selon ER. D'accord. Et les composantes selon Eθ, ou bien entendu Phi si jamais vous êtes en coordonnées cylindriques, sont dites orthoradiales. Voilà. Donc c'est juste une histoire de vocabulaire. Il ne manquait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'est bien. T'as noté? D'accord, ouais, c'est bon. Bien. On va donc maintenant passer aux coordonnées sphériques. D'accord. Et donc j'ouvre mes petites questions de cours. Que je vous ai présentées. Alors que je vous ai présenté, non. Enfin oui mais non, enfin oui, enfin je vous les ai présentées mais sans que vous le sachiez. Voilà. C'est-à-dire quand j'ai parlé de latitude, longitude sur le repérage planétaire. Et en l'occurrence, là on va avoir la même chose en coordonnées sphériques. Alors, on est parti, je suis là, j'ai tout, j'ai coordonnées polaires, définir les termes radial et orthoradial, mais c'est parfait en fait. Définir les coordonnées sphériques, non, c'est même dans le bon ordre, fascinant. Bien sûr. Grand. Non, petit non, petit 3. Ouais. Voilà. Coordonnées sphériques. Alors, je vais être extrêmement clair. Il est très peu probable que vous utilisiez les coordonnées sphériques cette année. D'accord? En gros, vous retrouverez les coordonnées sphériques l'année prochaine quand vous ferez l'électromagnétisme, vous en servirez un peu. Mais c'est rarissime qu'on ait besoin d'utiliser les coordonnées sphériques en plein. En général, ce qui se passe quand vous avez un mouvement le long d'une sphère, c'est qu'il est plan. Et si ce mouvement est plan, on peut se placer en coordonnées polaires de façon beaucoup plus avantageuse en prenant z perpendiculaire à ce plan-là. Donc en fait, très souvent, les coordonnées sphériques sont en fait remplacées très vite par les coordonnées polaires. Voilà. Donc vous ne faites vraiment pas un ulcère sur la connaissance des coordonnées sphériques. D'accord. Vraiment, par contre, les coordonnées polaires et cartésiens, bien entendu, doivent être maîtrisées au dernier degré. D'accord. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on utilisera beaucoup plus souvent. Donc en termes d'importance, les coordonnées sphériques cette année sont quand même d'importance un peu moindre. Il y a quelques exercices dans la planche pour vous les faire réinvestir, mais je crois qu'il n'y a aucun problème qui utilise les coordonnées sphériques à ma connaissance. J'ai enlevé tous les problèmes de trajectoire le long d'une sphère, en spirale, tout genre de conneries. Enfin, c'est pas possible. C'est épouvantable et ça sert pas à grand chose. On est parti là-dessus? Voilà. Alors, les coordonnées sphériques, comme à l'instar de tous les systèmes de coordonnées, partent pour leur définition des coordonnées cartésiennes. D'accord. Donc on est parti. Hein. Donc on repart des cartésiennes. Alors je vais me faire un beau dessin ici, voilà, bien haut. X, Y, Z. Mon origine de repère O, d'accord. Mon point M ici, sont projetés, j'en ai pas besoin, si, sont projetés orthogonales, pardon, dans le plan OXY. Enfin, voilà. Les mêmes que d'habitude, on est d'accord? Voilà. Alors, ce que je vais tracer ici, c'est plusieurs choses. La première, c'est la distance OM, ici. Voilà, d'accord. Et en fait, on va donc définir à peu près tous les coordonnées sphériques. Alors,
on définit donc les trois grandeurs suivantes. Et là, vous allez comprendre le truc. R égale OM. Donc c'est la norme du vecteur OM. Alors, petite remarque, on note parfois R le vecteur OM. Donc ça, c'est une notation qui arrive assez régulièrement. Elle existe aussi en polaire par ailleurs. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va définir, c'est l'angle φ, qui est en fait le même que celui des coordonnées cylindriques. Donc votre angle φ, en fait, c'est lequel, si vous vous souvenez bien? C'est effectivement entre l'axe X et OH, ça c'est l'angle φ. Donc φ, c'est l'angle entre EX et OH. Donc petite remarque, sur Terre, ce truc-là correspondrait à la longitude. D'accord? Alors ça correspondrait à la longitude si l'axe Z correspond à l'axe polaire, vers le nord. Et le dernier qu'on va définir, c'est tout simplement celui-là. θ. D'accord. Donc θ, en fait, c'est tout simplement l'angle orienté entre EZ et OM. Et ça, c'est équivalent, si ça vous intéresse, en termes géographiques, à ce qu'on appelle la colatitude. C'est-à-dire, en fait, l'angle qu'il y a entre votre position et l'axe qui pointe vers le pôle Nord. Si je mets des petits chapeaux. Je ne sais jamais si c'est obligatoire de mettre des chapeaux ou pas, pour les angles. Bon, je mets des chapeaux, voilà. Voilà. Donc vous constatez qu'on a suivi en fait le même processus pour passer des cartésiens au polaire, ou enfin au cylindrique. Pour passer des cartésiens au cylindrique, on a remplacé une longueur par un angle d'une certaine façon. D'accord? Vous vous souvenez, dans les cylindriques, il y a deux longueurs, un angle. Et pour aller au sphérique, et ben en fait, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une longueur, trois angles. Il est impossible d'aller plus loin, parce que sinon, d'un point de vue homogénéité, vous ne pourriez pas exprimer le vecteur OM. Vous n'avez pas de longueur pour faire quoi que ce soit. Donc on s'arrête là. On est d'accord là-dessus? Alors ensuite, c'est extrêmement simple de définir la base qui va bien. Alors je vais faire exactement la même chose, ça vous embête si j'enlève ça, hein, d'accord? Donc, ça c'est pour les trois coordonnées. On définit ensuite, pardon. Alors le premier vecteur, c'est tout simplement ER. Qui vaut quoi à votre avis? Donc c'est le même esprit. ER, c'est le vecteur qui pointe dans le sens et dans la direction dans lequel M se déplace, si R augmente seul. Donc ça se déplacerait collinéairement à quoi et dans quel sens? Bah, collinéairement à OM. Et comme il faut effectivement qu'il soit unitaire, tout à fait, ça fait tout simplement OM sur R, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc ça c'est votre premier vecteur unitaire, il est comme ça. Alors mon M n'est pas au bon endroit, c'est un peu mieux. Voilà. Il est collinéaire à EM, comme ça. Donc ER en fait traduit simplement l'éloignement au centre. Alors ça c'est assez intéressant d'un point de vue symétrie. Vous vous souvenez de euro? Euro vous traduisez l'éloignement par rapport à l'axe. D'accord, comme ça. ER vous traduit l'éloignement par rapport au centre. Donc on retrouve vraiment la symétrie cylindrique qui est symétrique par rapport à un axe, et la symétrie sphérique qui est symétrique par rapport au centre. D'accord? Donc là tout vient de, enfin tout le truc vient de ces trucs-là. Hein. Si vous prenez des, j'ai oublié de mettre R sur mon graphique, mettez-le R ici. Il est là quand même. Voilà. Même si c'était trivial. Tous les points M qui sont au même R constituent une sphère, alors qu'en cylindrique, tous les points qui sont au même ρ constituent un cylindre. On va toujours faire cylindrique comme ça. Voilà. Alors le deuxième à définir, c'est Eφ comme en cylindrique. Voilà. Donc c'est le même Eφ que celui des cylindriques.
Autrement dit, il est comme ça, si vous vous souvenez bien. Quand il est pareil, enfin, voilà, il est comme ça, quoi, vers le fond. C'est pas très clair. Il est même un peu plus par là, en fait. Je suis hyper doué pour dessiner des trucs en perspective, c'est fascinant. Voilà. Et donc, il est ici, Phi, d'accord? Donc, il s'éloigne vers le fond, comme ça, en profondeur. D'accord? Ouais, je suis pas très doué, hein. Voilà. En gros, Phi, vous voyez, hein, on va faire des simulations numériques après, vous inquiétez pas, mais quand phi, c'est aussi bon de faire tourner votre imagination, quand phi augmente seul, vous avez cette espèce de rectangle là, d'accord, qui pivote et qui fait un cylindre, effectivement, donc vous tournez de façon cylindrique comme ça. Donc quand vous faites varier phi, vous parcourez en fait ce qu'on a appelé sur la planète Terre un parallèle, d'accord. Ce parallèle ayant pour rayon, alors ça, on va refaire les petits dessins après, mais r fois sinus θ. Et le dernier, bah, c'est pas très compliqué. Donc phi, enfin la notation phi est cohérente avec ce qu'on a vu avant, c'est le même qu'en cylindrique. Oui. Phi est orthogonal à OH, tout à fait. Et aussi orthogonal à EZ. Voilà. C'est pas simple, mais voilà. Et en fait, alors je vais faire la même tricherie que d'habitude. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une base orthonormée directe, d'accord? Alors cette base orthonormée directe, c'est, que je dise pas de conneries, R θ phi, d'accord, dans ce sens-là. Donc si je veux que, on va revoir cette petite astuce de ici. Si je veux que R θ phi soit une base orthonormée directe, d'accord, ça signifie que θ doit être E phi vectoriel ER. Vous vous souvenez de cette astuce? J'écris la base dans le bon sens, moi je l'écris 2 fois. Et en fait, je vois que θ, c'est donc ER, E phi vectoriel ER. Vous voyez ce que j'ai fait là où bah, ils sont dans le bon sens, quoi. Ils sont dans le sens de lecture traditionnelle occidentale. Ok. Donc E phi vectoriel ER donne E phi ER vectoriel θ, donne, enfin, E phi vectoriel ER donne E θ. D'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment la façon de vous souvenir de comment ça fonctionne. Donc en gros, je vais définir tout simplement Eθ comme étant E phi vectoriel ER. Ce qui me garantit, que Eθ est de norme 1, enfin, ce qui me garantit en fait que R θ phi est une base orthonormée directe. Enfin, tout le monde a compris ça ou pas? Vous écrivez la base dans le bon sens, et ça vous donne les relations entre les vecteurs. ER vectoriel Eθ égale E phi. Ok, ok, je vais la faire autrement. On est d'accord que là c'est la base écrite dans le bon sens? Et bien là ça te dit que EX c'est EY vectoriel EZ. EY vectoriel EZ égale EX. EZ vectoriel EY égale moins EX, parce que tu vois, dans l'autre sens. Et ça c'est hyper cool, parce que ça vous permet de ne pas vous prendre la tête avec des dessins. Je vous écris là, il faut juste connaître l'ordre dans lequel vous avez la base. D'accord? C'est ça l'idée. Voilà. Donc, vous vous souvenir qu'en polaire, enfin en cylindrique, R, ρ phi z est orthonormé direct, dans cet ordre-là. Et là, ce sera R θ phi qui est orthonormé direct. Donc, ER, Eθ, E phi est alors orthonormé direct. Alors, comment Eθ? C'est pas extrêmement compliqué en fait. Vous voyez donc qu'il est. Alors, on va essayer d'être tous ensemble pour voir comment ça se passe. Vous voyez donc déjà que Eθ va être perpendiculaire à ER et à E phi. Tout le monde suit pourquoi? Ça, c'est les propriétés du produit vectoriel. D'accord? Donc, s'il est perpendiculaire à ER, il va être perpendiculaire à ce truc-là. Et s'il est perpendiculaire à E phi, c'est-à-dire qu'il va être dans ce plan-là. Il va être dans le plan OHM. D'accord? Et ensuite, sortez votre 3 doigts, vous mettez ER, E phi, vous mettez, alors, je vais faire comme ça, mettez ER, il faut que E phi soit vers le fond, donc il faut que θ soit vers le bas, R, θ, phi, dans cet ordre-là. D'accord? Donc, l'idée est la chose suivante, c'est que mon Eθ, en fait, il est comme ça. Et Eθ correspond bien à le sens et la direction dans lequel M se déplace si θ augmente un tout petit peu. On est d'accord? Si θ augmente, vous allez parcourir en fait un cercle, d'accord, qui sur la planète Terre est appelé
un méridien. D'accord? Et quand θ augmente, M va descendre, comme ça, de façon circulaire. Voilà le θ. Et les trois sont, bien entendu, si vous avez envie de l'écrire, orthogonaux entre eux. Il n'y a pas de problème ici. Là, il y avait une base orthonormée directe qui se balade. Oui. De quel angle? S'il y en a deux, les angles. De quel angle? De θ, ouais. Ça veut dire que EθS sera tangentiel à la sphère que M forme. Oui, oui, au cercle, oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est normal. C'est normal puisque θ, là tu comprends bien. Alors, tu peux même le voir dans l'autre sens. θ, ça va être la façon dont OM bouge quand θ augmente. Donc ça veut dire qu'en fait, d2OM sur dθ va être collinaire à Eθ. Et c'est perpendiculaire à cette histoire, c'est perpendiculaire au rayon. Donc c'est tangent au cercle. Donc c'est vraiment très très cohérent cette histoire-là. On est d'accord? Donc en gros, en fait, quand vous parcourez tout... Alors en fait, en général, θ, on fait qu'un demi-tour. Puisque phi fait un tour qu'on a déjà discuté sur la planète Terre, d'accord? Donc θ varie entre 0 et pi. Et donc vous parcourez un demi-cercle du pôle nord au... Enfin, sur l'axe polaire, quoi. Du pôle nord au pôle sud. On est au clair là-dessus? Voilà. Donc ça vous permet d'avoir cette base cartésienne-là. Alors, gros coup de bol sur les coordonnées sphériques. Vous n'avez pas à connaître, enfin, les démonstrations, et vous n'avez pas non plus à connaître l'accélération. Alors, vous avez un magnifique exercice dans la planche d'exo qui vous fait démontrer l'accélération, d'accord? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une note en bas de page dans la planche d'exercice qui dit que vous pouvez vérifier votre vitesse sur Internet parce que j'ai eu la flemme de recopier l'accélération. C'est suffisamment long pour que j'ai eu une grosse flemme. Voilà, d'accord? Voilà. Donc c'est absolument épouvantable l'accélération sphérique, d'accord? Mais voilà. Alors on est parti. On a alors donc les divers éléments cinématiques. Que vaut OM? RER, tout bêtement. Donc vous voyez qu'en fait on a une des expressions les plus simples de OM. Il n'y a pas de θ et il n'y a pas de phi. Donc déjà, je vous rappelle que les coordonnées sphériques ne sont donc pas les coordonnées du point M. C'est quoi les coordonnées du point M en coordonnées sphériques? C'est quoi? Ouais. Il n'y a pas que des zéros quand même. Sinon, je rappelle que la norme, c'est la somme des coordonnées au carré quand même. Selon ER, c'est quoi sa coordonnée? Bah R. Selon le phi, sa coordonnée, c'est... Ouais, mais donc c'est quoi? Oui, ER, il est comment par rapport à phi? C'est orthogonal, donc. Donc ça vaut combien sa coordonnée selon le phi? Ça vaut 0. Et sa coordonnée selon le θ? 0. Donc les coordonnées de M en coordonnées sphériques, c'est R00. D'accord? Pas Rθ phi du tout. D'ailleurs, θ ne peut pas être une coordonnée de OM parce que les coordonnées sont de la même dimension que le vecteur de base. Alors θ est un angle quand même, jusqu'à preuve du contraire. On est au clair là-dessus? Donc méfiez-vous comme la peste de ça, et ça c'est extrêmement important. On appelle ça les coordonnées sphériques, qui est une donnée de 3 nombres, mais les coordonnées, il n'y a que dans les cartésiens que les coordonnées sont les coordonnées du point M. Sinon, même en polaire déjà. Je rappelle qu'en polaire, enfin en cylindrique, les coordonnées de M c'est ρ, 0, Z. C'est bon? Ouais. Ouais. 3 sur tous les vecteurs. Ils sont tous perpendiculaires entre eux. C'est une base orthonormée directe. Voilà. Donc voilà OM. Il y a les revers. Donc ça pose un énorme problème pour lequel vous n'avez pas le formalisme, parce que ça dépend de phi, et ça dépend de θ. Autrement dit, quand vous allez dériver par rapport au temps, vous allez devoir dériver pour les deux dépendances. Autrement dit, vous allez faire des dérivés partielles. Voilà, d'accord? Donc ça marche pas très bien. Ok? Donc, l'idée est la chose suivante. On manque. Alors, on va essayer de le sentir ensemble à la main, d'accord? Donc, la vitesse, ou plutôt, on va le faire dans l'autre sens. On va faire le déplacement élémentaire. Ok, on va vraiment faire ça ensemble pas à pas. Je vais refaire un dessin ici pour que ce soit le plus clair possible. Alors, on y va. Je vais faire 3 dessins en fait.
Donc ce dessin-là nourrit cette relation-là. Ok, donc on met une flèche dans l'autre sens. Si R augmente, dans quel sens se déplace M et de combien? Donc, en fait, quand je dis R augmente, c'est R devient R plus DR. Donc, je vous rappelle, R c'est la distance ici. D'accord? Où va M? Il va par là, d'accord? Et il se déplace de combien? De DR. On est d'accord? Donc, le déplacement élémentaire, lorsque R augmente de DR, c'est tout simplement DR, ça c'est de combien il s'est déplacé, et selon quel vecteur élémentaire? ER. Ça c'est normal, puisque ER est associé au déplacement élémentaire selon R. Alors ensuite, Eθ. Là je vais refaire un deuxième dessin. On va essayer de piger comment ça fonctionne. J'ai mon point M ici, d'accord? J'ai mon angle initial θ qui est là. Et en fait, ce que je dis, c'est que θ devient θ plus dθ. Autrement dit, vous rajoutez une petite quantité positive à θ. Comment est-ce que M se déplace? Le reste constant, d'accord? R reste constant, phi reste constant. D'accord? Il se déplace comme ça. Donc en gros, en fait, R va parcourir un arc de cercle ici. D'accord? D'accord? Avec ici, en fait, votre angle dθ. C'est quoi cette longueur-là? Ça vaut combien, ça? Parce que c'est une longueur, d'accord? C'est un déplacement. Donc ça va valoir dθ. Alors ça, c'est la définition du radian, en fait. C'est dans votre cahier de vacances de cet été. Si vous avez une part de tarte qui fait un angle alpha, ça fait combien la longueur de l'arc de cercle? Et si vous ne savez pas, je vous maudis sur 14 générations. Vous devrez avoir honte. Oui. C'est ça, donc si j'ai un angle alpha en radian, ça, c'est alpha fois... Oh là là, les trucs compliqués. Ça fait combien un tour complet en radian? Ça fait combien la circonférence d'un cercle? 2 πr. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Donc la longueur... Alors ça, c'est un truc à connaître. C'est hyper important, c'est la définition du radian. Donc ça donne quoi, la longueur du cercle? C'est alpha fois le rayon. Ça, c'est... Maintenant, ça, faut le bouffer. D'accord? C'est fini. Vous ne pouvez pas ne pas connaître ça. On est au courant depuis 4 millénaires quand même de ça. Juste pour information quand même. Donc, si là vous faites un angle dθ, la longueur de ça c'est combien? Ouais. C'est R dθ, tout à fait. Et là, vous reconnaissez quelque chose, non? Non. Si, puisque tu as appris ton cours. Déplacement élémentaire en coordonnées polaires. C'était censé le faire ce week-end en plus, tout seul comme un grand. Déplacement élémentaire en polaire? Faut le connaître par cœur. RdR plus R dθ Eθ. C'est ça le déplacement élémentaire en polaire. On est d'accord? Bon, je sais que vous avez autre chose à apprendre en ce moment, mais bon voilà. Donc en gros, si j'augmente dθ par définition de Eθ, enfin en tout cas par habitude de θ, le truc se déplace selon Eθ. On est d'accord que Eθ est comme ça? Et il se déplace d'une longueur ici. R dθ. Alors là, vous êtes en train de découvrir un truc assez intéressant, c'est pour ça que j'ai fait la remarque à Yann, mais elle était là pour tout le monde. Bien sûr, il manque une troisième composante qui va être celle selon Phi. D'accord? Mais là, vous reconnaissez, c'est exactement la même écriture que le déplacement élémentaire en coordonnées polaires. RdR plus DRR pardon, plus R dθ, etc. Ça, en fait, ça vous montre, probablement, vous avez dû être, non pas perturbé, mais un peu outré par le fait qu'en plein milieu, j'ai changé de notation entre les cylindriques et les polaires. En disant, on change de notation. La raison est la suivante. La définition stricte des coordonnées polaires, c'est pas la restriction des cylindriques au plan x ou y,
c'est la restriction des sphériques au plan OHM. Oui, c'est taré comme définition, on est d'accord. Mais voilà. Voilà. C'est bizarre. Et on augmente θ pour qu'il fasse des bons tours. Enfin, il n'y a rien qui va, mais bon. Voilà. Donc c'est pour ça que les notations se baladent un peu. Alors il nous reste la dernière composante qui est phi, d'accord? Laissez un peu de place, c'est un peu grand. Enfin, c'est un peu grand. C'est plus grand que les autres en tout cas. Alors je vais refaire un dessin, c'est pareil. On est parti. Alors en fait, ça vous le savez déjà. Enfin, si vous avez appris votre cours sur les coordonnées cylindriques. Donc pareil, j'ai M ici. Donc là, je vais devoir me munir de l'arsenal complet là. Donc là, j'ai mon angle phi qui se balade. Et j'augmente phi d'un petit angle ici, d phi. D'accord? De combien se déplace mon point M? D'accord? Il va déjà faire quoi comme figure? Il va faire un arc de cercle, d'accord? Mais un arc de cercle autour de l'axe Z. Donc il va se déplacer comme ça. Quelle est la longueur de ce truc-là? Alors la distance là, c'est pas R. C'est quoi la distance qui est là? C'est OH, effectivement. D'accord? Cette distance-là, là, c'est combien? Déjà, en fait, vous avez une notation pour ça, déjà. Parce que c'est celle des coordonnées cylindriques, donc c'est ρ, ça. D'accord? Mais, on va faire un peu autrement. On a un ρ, on ne connaît pas. Enfin, on ne connaît pas. ρ, en tout cas, dans les coordonnées sphériques, c'est pas dedans. Vous êtes d'accord que vous avez un triangle rectangle, là? Que le triangle OMH, c'est un triangle rectangle OH? Oui. Où est l'angle θ ici, on le retrouve? Ici, effectivement, par angle alterne interne, on trouve θ. Donc cette longueur-là, ça vaut combien? Celle-là, OH. Ah là 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 là, votre brevet, vous êtes mal parti quand même, hein. La trigo, vous êtes vraiment des brels, hein. Ouais. Merci. Je sens qu'il y a des gens qui ont bossé leur trigo dans leur scolarité. Puis il y a des gens qui n'ont pas bossé leur trigo dans leur scolarité. Voilà. Voilà. R sin θ, l'hypoténuse, fois le sinus de l'angle opposé, quoi. Voilà. Donc ça vaut R sinus θ. Petite remarque, vous avez largement le droit d'écrire ça. Parce que c'est ρ. D'accord? Donc ça, c'est la correspondance entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cylindriques. Ça, c'est à un moment donné, votre niveau en trigo est très très bas. Enfin, c'est pas votre, je ne sais pas que vous, hein, c'est des années que ça dure, et ça va vous poser des problèmes considérables en mécanique. Donc il y a un moment donné, il va falloir sortir des bouquins de troisième, d'accord, et bosser un peu. Parce que sinon, en méca, vous n'y arrivez pas à y arriver. On fait ça tout le temps. Ce genre de truc, ça pop tout le temps. Les triangles rectangles au milieu de nulle part, les machins, ça c'est tout le temps. Donc juste pour information. Donc là, c'est R sinus θ fois d phi, tout simplement, parce que cet angle-là, enfin cette longueur-là, c'est tout simplement R sinus θ d phi. Petite remarque, c'est le ρ d phi des coordonnées cylindriques qu'on a vu dans le déplacement élémentaire. Donc voilà votre déplacement élémentaire. Donc on déduit un peu cette fois avec les mains. R sin θ d phi. Et donc la vitesse, comment je fais pour la trouver à partir du déplacement élémentaire? Il suffit effectivement de tout diviser par dt et donc de remplacer tous les dr par des, enfin tous les d quelque chose par la dérivée. Donc la vitesse c'est r.er plus rθ.eθ plus r sin θ phi.e phi. Voilà la vitesse en coordonnées sphériques. Et vous avez de la chance, c'est la seule chose que vous devez savoir. D'accord? Puisque l'accélération, c'est vraiment quelque chose de difficile. Oui, je t'écoute. Oui. Là, vous avez sin R sin θ défi. Le défi est dans le sinus ou pas? Phi point. Non, au-dessus. Mais il est là le défi. Oui, mais est-ce qu'il est dans le sinus ou pas? Non, non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Il est en dehors. Multiplié par défi. Sinon, ce sera défi tout court, de toute façon. On est au clair sur ce truc-là. Vous pouvez bien sûr calculer l'énergie cinétique en disant que c'est ça au carré plus ça au carré plus ça au carré, mais encore une fois, vous l'utiliserez jamais, donc c'est pas très intéressant.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire des dessins, mais je vais passer un peu de temps pour vous montrer des simulations, en fait, des choses sur comment ça marche, pour vraiment vous faire mieux comprendre ces deux systèmes de coordonnées. Donc vous allez me donner 10 secondes pour le temps de tout mettre en place. Voilà. Je vais mettre les câbles, excusez-moi. Il faut juste que je récupère mon câble. Voilà. Donc le temps de tout remettre en place. Je fais ça. Hop là, on est parti. Voilà, je vais me mettre en pause. Donc, ça, c'est une simulation numérique que j'ai faite et qui va vous permettre, en fait, de jouer un peu avec les coordonnées quand vous les réviserez ce week-end. Oui, je peux me décaler, mais il y a un moment donné, c'est pas normal que vous ayez autant de minutes de retard. Voilà. Donc, je me pose, doucement mais sûrement. Alors l'idée est la chose suivante, donc ça c'est les coordonnées cylindriques normaux, et donc vous pouvez jouer en fait avec les divers paramètres dans cette histoire-là, c'est des petits curseurs. D'accord. Alors en fait, je vais faire... Voilà, alors je vais juste faire quelque chose, parce que pour une fois j'y ai pensé. Hop, juste donnez-moi 10 secondes, parce que GeoGebra est hyper chiant à manipuler avec un pad. Donc j'ai ramené une souris. On est parti, viens me voir. Ça va être tellement... Oui, sauf que les souris ne marchent pas sur le carrelage, si c'est bon, ça marche plus. Donc, en gros, vous pouvez jouer avec les trois paramètres. Donc déjà, première chose, vous pouvez jouer avec les paramètres simples. Autrement dit, vous pouvez faire, par exemple, jouer avec Z. Donc, vous voyez que quand Z bouge, vous pouvez changer de perspective si vous voulez. D'accord. Donc là, je le mets vraiment comme je l'ai représenté dans le cours. Mais vous pouvez faire tout tourner, le regarder de dessus, par exemple. D'accord. Donc là, on voit bien le plan au MH dans ces histoires-là. D'accord. Et donc en fait, si vous faites varier Z, c'est probablement le plus simple, vous faites monter et descendre M, en tout cas vous le déplacez, vous le translatez de façon collinéaire à l'axe EZ. Ça vraiment c'est un truc à retenir, quand vous faites changer machin, vous faites déplacer M dans le sens et la direction de machin, de E machin. D'accord. Donc quand on change Z, donc ici, on est sûr qu'on va avoir un mouvement de translation parce que EZ est un vecteur qui ne change jamais, d'accord. Il ne dépend pas de la position de M, donc vous êtes sûr que EZ garde toujours la même direction et le même sens. Alors, un tout petit peu... pourquoi tu m'emmerdes avec ton curseur là? Voilà, je vais juste faire ça. Voilà. Non, pas de point, je vais juste faire ça là. Voilà. C'est bon, lâche-moi. Voilà, excusez-moi. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec ρ, et vous voyez que ρ, en fait, vous donne la distance à l'axe. Donc, vous voyez, en fait, ce qui va jouer ici dans ρ, c'est cette distance-là, ce que j'ai fait en pointillé en violet. D'accord. Voilà, comme ça. D'accord, distance à l'axe. Donc, c'est pareil, c'est un mouvement de translation, parce que, en fait, alors, c'est pas parce que euro ne change jamais, euro change, euro se déplace avec M. Par contre, euro ne dépend pas de ρ, il ne dépend que de phi. Donc, si vous maintenez phi constant, euro va toujours rester dans le même sens. Par contre, faites attention, contrairement à ce qui se passait avec Z, la direction de translation de M va dépendre essentiellement de la valeur de phi. Donc là, je fais jouer phi, et vous voyez ce qui se passe quand je joue avec phi. D'accord. Donc quand phi vaut 0, mon point M... Oui, je t'écoute. C'est quoi l'espèce de petit point vert fluo sur l'axe C'est... Je ne sais pas. Ça sent le rajout bizarre. le point H? C'est le point de départ. Non, c'est mon point de départ. C'est mon point de départ pour définir correctement mon angle phi. Et j'ai juste dû oublier de le masquer dans les paramètres de construction. Donc, en gros, vous voyez que phi ici, quand je change phi, mon point M, en fait, se déplace le long d'un cercle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est fait. Ce cercle, vous pouvez le mettre ici. Je l'ai appelé cercle phi, d'accord. Voilà, il est là. Et vous voyez que si je regarde ça de dessus, c'est que pour répondre un peu à la question de Elias tout à l'heure, même si c'est dans les coordonnées cylindriques, mais c'est la même, vous voyez que E phi, en fait, qui est ce vecteur-là, qui est le vecteur bleu, celui-là, là, et bien en fait, reste en permanence tangent au cercle dans cette histoire, et donc vous pouvez faire un tour complet à votre point en jouant tout simplement avec l'axe phi. On est au clair là-dessus? Donc ça c'est vu de dessus, d'accord. Et vous voyez qu'en fait ce qui tourne, cette espèce de rectangle qu'on a identifié là qui est MZ. Je ne sais plus comment je l'avais appelé ce point-là en cours. Je l'avais appelé comment? MZ aussi, je fais pareil. Voilà, donc MZ avec H ici qui est le projeteur orthogonal. Donc vous voyez que quand phi vaut 0, bah, mon point M est contenu dans le plan OXZ.
quand phi vaut pi sur 2, mon point M va être contenu dans le plan au YZ, etc., etc. Ce qu'on constate également, c'est que ce cercle phi, ce que j'ai appelé là le cercle que parcourt M lorsque phi augmente, et bien en fait, sa taille, alors, ne dépend pas de Z, sa position dépend de Z, d'accord? Vous voyez qu'en fait, là, vous montez, vous descendez le cercle. Par contre, sa taille dépend de ρ. Donc là, vous voyez que plus ρ va être petit, plus vous allez parcourir un cercle faible, c'est normal, ρ c'est la distance à l'axe. On est au clair là-dessus? Donc vraiment, quand vous révisez vos coordonnées, donc je vous rappelle que GeoGebra est une application qui est disponible en ligne par ailleurs. Donc vous pouvez littéralement aller sur le site de GeoGebra et ouvrir ces fichiers sur la version en ligne de GeoGebra. Et si vous avez des doutes par rapport au dessin, parce que c'est mieux d'avoir un truc dynamique, profitez-en, parce que vous voyez un peu les vecteurs, comment ils se baladent. Donc bien entendu, vous avez aussi une case à cocher qui vous affiche le cylindre complet, que vous pouvez tracer avec cette histoire-là. D'accord. Donc là, je l'ai fait en infini, globalement. Donc là, vous tracez tout un cylindre, et ce cylindre dépend essentiellement de la taille du cercle porteur. On est d'accord? D'où le fait que ça s'appelle les coordonnées cylindriques. Des questions là-dessus? Sur comment ça fonctionne? Alors, petite remarque, si vous voulez regarder ce qui se passe pour des coordonnées juste polaires, des coordonnées polaires, c'est pas très compliqué. Vous mettez à z égale 0. Vous regardez ce dessin. Arrête de bouger. Vu de dessus. Et voilà des coordonnées polaires. Alors, je crois que je les ai présentées dans le cours comme ça. J'ai x vers le bas et y par là. Et ensuite, tant que vous ne touchez pas... Excusez-moi, je me bats avec le carrelage en même temps. Tant que vous ne touchez pas à Z, et en fait, vous êtes en coordonnées polaires, c'est dans un truc plan. D'accord? Donc vous faites un petit cercle comme ça. On est d'accord? Avec l'angle θ qui est ici. Donc là, bien sûr, le truc ne change pas de notation automatiquement quand Z égale 0. Ça serait magique. D'accord? Mais donc en gros, votre angle phi qui devient votre angle θ est là. Vous constatez également que votre point M et votre point H sont cette fois confondus. D'accord? Puisque HM vaut 0 dans cette histoire. Et donc vous avez un cercle ici sans problème majeur. On est d'accord? Les coordonnées polaires, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Parce que si vous dézoomez un peu, les coordonnées polaires, c'est exactement la même chose que vous utilisez quand vous utilisez le module et l'argument d'un complexe. Le module, c'est ρ, c'est la distance à l'axe, d'accord, la distance au centre, et l'argument, c'est tout simplement phi. Donc en fait, les coordonnées polaires, c'est un truc que vous connaissez déjà sans aucune forme de problème. La seule différence, c'est qu'au lieu de dans C, vous êtes dans R2. Voilà. Mais dans la représentation visuelle, en tout cas, c'est littéralement la même chose. On est d'accord pour les coordonnées cylindriques? Donc celui-là n'était pas forcément hyper utile, quoique, c'est toujours pas mal. Mais bien entendu, ce qui va être beaucoup plus sympathique, c'est d'aller chercher les coordonnées sphériques, qui sont, eux, à mon avis, beaucoup plus difficiles à appréhender, puisqu'il y a beaucoup de vecteurs. Donc les coordonnées sphériques, c'est la même chose, voilà la bête, d'accord? Donc, dans le cours, je me suis mis comme une espèce de représentation comme ça, d'accord, avec x ici, y là, et on va essayer de faire les choses. Donc, je vais décocher déjà le cercle vert, là, je vais essayer de remonter ça pour que vous voyez mieux. Est-ce que je peux remonter ça? Oui, je dois pouvoir. Voilà, c'est parfait. Alors, on y va. Je vais descendre la valeur de θ pour représenter les choses. Donc, dans le cours, on est comme ça. Votre point M est ici. D'accord? Et déjà, on peut zoomer sur les vecteurs, vous voyez comment ils sont. Donc vous avez ER, qui est le vecteur rouge ici, d'accord, qui prolonge en fait le vecteur OM. Vous avez le vecteur Eθ, qui est comme ça. Donc le vecteur Eθ, si vous voulez bien le voir, en fait, comme j'ai répondu à Yes tout à l'heure, il est tangent au cercle, d'accord, que parcourt θ. Donc ce cercle, si vous voulez, il est comme ça, il est confondu avec le plan OMH, vous pouvez le voir en coupe. Et ce cercle, en fait, a toujours pour rayon R. Et si vous faites varier θ, en fait, vous faites. Alors, quand θ vaut 0, vous êtes selon l'axe Z. Donc, c'est-à-dire, selon si je me réfère au globe terrestre, vous êtes au pôle Nord. Et puis, quand vous augmentez θ, si vous arrivez à pi sur 2, en fait, vous êtes sur l'équateur. Et quand vous arrivez à 180 degrés, vous êtes au pôle Sud. On est d'accord là-dessus? Donc c'est vraiment un truc assez simple. Enfin, voilà. Donc vous parcourez un cercle et vous voyez qu'en fait, si jamais je décide de regarder ce cercle comme ça, bien perpendiculairement, là je sais pas trop comment il faut que je le mette, et en fait ça ressemble beaucoup aux coordonnées polaires. Alors θ tourne pas exactement, alors il faudrait que je le regarde dans l'autre sens pour que ça ressemble aux coordonnées polaires. Voilà, si je le regarde comme ça, vous voyez que j'ai bien mon angle θ ici.
et R comme ça. D'accord? Donc ça ressemble aux coordonnées polaires aussi si je regarde avec ce point de vue-là. Donc l'idée est la chose suivante, c'est que donc vous avez vraiment un angle θ ici qui vous fait circuler comme ça. Vous remarquez que ce grand cercle, bien sûr, sa taille dépend de R. Si R vaut 0, ben, le cercle, vous êtes au centre de la Terre, d'accord? Et puis au fur et à mesure que R augmente, votre cercle augmente. Et en fait, son rayon, par contre, ne dépend pas de phi. Ce qui va dépendre de phi, c'est tout simplement sa position. Donc ça, c'est la même façon que les méridiens. Ils ne sont pas tous les mêmes, ça dépend de votre longitude. D'accord? Vous avez le méridien qui passe à Paris, puis quand vous changez de longitude, vous changez de méridien. Donc là, ce que je suis en train de faire là, c'est tout simplement changer de méridien. Le cercle en... Alors, petite remarque, le cercle que j'ai tracé là, ce cercle bleu, est en fait deux méridiens. D'accord? Le méridien d'à côté et celui qui serait opposé. On est au clair là-dessus? Sur comment ça fonctionne? Elias, je t'écoute. Le fait que l'état varie que entre 0 et 180 Oui. degrés, c'est dû au fait que phi, on peut le faire varier du coup si on C'est ça. Alors, en fait, c'est beaucoup. Alors, on peut faire les deux choix. Structurellement, on peut faire les deux choix. On peut dire que θ fait un tour complet et que phi fait un demi-tour, ou que phi fait un tour complet et que θ fait un demi-tour. Alors, il y a une raison pour laquelle on fait ce choix-là, c'est ici que ça se passe. C'est à cause du sinus θ qui est là. En fait, pour les éléments géométriques, on préfère que sinus θ soit toujours positif. D'accord? Sinon, en fait, si tu veux calculer la longueur, tu es obligé de mettre une valeur absolue, et comme vous le savez, les valeurs absolues, c'est chiant. D'accord? Et donc, en gros, pour éviter d'avoir la valeur absolue à scoltiner dans les formules de base, on limite θ entre 0 et pi, ce qui te garantit que ton sinus θ ici va rester positif, et tu n'auras pas de problème dans les éléments géométriques. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce choix-là, en fait. Voilà, en tout cas, c'est un choix de confort. Mais c'est vrai que dans le principe, on aurait pu tout à fait faire un demi-tour en longitude et un tour complet en latitude, il n'y aurait pas eu de problème majeur. Après, l'idée, comme tout ceci vient quand même de l'astronomie, la Terre fait un tour complet sur elle-même. Et donc, c'est plus instinctif de dire qu'on fait un tour complet en longitude, puisque, grosso modo, voilà. C'est juste, faut bien que vous compreniez un truc. Vous savez, donc, on en a parlé, les longitudes et les latitudes sont mesurées en degrés, minutes, secondes. Il s'avère que les longitudes avant n'étaient pas mesurées en degrés, minutes, secondes, mais en heures, minutes, secondes. Tout simplement parce qu'en fait, si vous voyez un phénomène astral dans un endroit donné, le décalage horaire entre deux observateurs vous donne littéralement la longitude en heure. C'est-à-dire que si vous voyez le début d'une éclipse de lune, par exemple, et que chez vous il est minuit et que d'un autre point il est 3 heures du matin, vous savez que vous avez 3 heures de longitude entre les deux. 24 heures correspondant à un tour complet. Donc c'est pas du tout... en fait, on a l'impression que les minutes et les secondes pop hyper bizarrement dans les degrés. En fait, c'est le contraire. C'est les degrés qui sont très bizarres dans cette histoire. Et avant, les latitudes étaient en degrés, d'accord? Et les longitudes étaient en heures. Parce que c'est la mesure naturelle des longitudes. Tant que tu utilises ce genre de trucs astronomiques. Voilà, si tu as 24 heures de longitude, tu as fait un tour complet. Voilà, point barre. Alors, donc ça, en fait, c'est donc un méridien. Et on peut s'intéresser maintenant à ce qui se passe quand on fait phi. Mais en fait, phi, vous connaissez déjà, parce que c'est ce qui se passe. Là, vraiment, c'est un truc qu'il faut que vous reteniez. Le cercle selon phi, c'est le même que celui qu'on avait dans les coordonnées polaires. La seule différence, c'est que ici, je ne peux pas agir directement sur ρ, mais je agis sur R et sur θ. Et là, vous avez un truc qui est très connu si vous avez fait un peu de géographie. Il s'avère qu'en fait, donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en géographie un parallèle. Vous constatez que ces parallèles-là n'ont pas toujours la même longueur en fonction de la valeur de θ. En particulier, quand θ tend vers 0 ou vers pi sur 2, les parallèles, en fait, ont tendance à se réduire, d'accord? Et ça, vous avez peut-être expliqué ça un jour dans votre vie. Si vous êtes exactement au pôle Nord géographie, vous pouvez faire le tour du monde en une seconde. Si la définition de faire un tour du monde, c'est parcourir toutes les longitudes, bah techniquement, c'est fini. Vous avez tout fait, d'accord? Il y en a peut-être parmi vous qui suivent le Vendée Globe en ce moment. Il y a une raison pour laquelle on descend très très sud pour faire ce genre de bêtises, parce que c'est quand même vachement plus court de faire ça que de faire, que de faire ça. D'autant qu'il y a de la terre, ce qui n'est pas très pratique pour les bateaux. Enfin, voilà, ça va être pas terrible, d'accord? Mais voilà. Et donc dans le principe, vous voyez que donc vos parallèles ne font pas la même taille, et ça c'est quelque chose aussi que vous devez peut-être retenir. Vous, en tant qu'être humain sur la planète Terre, vous ne vous déplacez pas à la même vitesse en fonction de votre latitude. D'accord? En gros, quelqu'un qui serait au voisinage des pôles, en raison de la rotation de la Terre, a une vitesse de rotation très faible, alors que quelqu'un qui est à l'équateur a une vitesse de rotation beaucoup plus élevée, puisque le rayon du cercle est en fait beaucoup plus élevé. Ce truc-là, c'est le R sinus θ qu'il y a ici. Et vous retrouvez bien que quand θ vaut 0 ou quand θ vaut pi, ce rayon, enfin l'ensemble R sinus θ tend vers 0,
Alors que quand θ tend vers π/2, c'est-à-dire quand vous êtes à l'équateur, ce truc-là est maximal et vaut le rayon de la Terre. Donc ça, c'est vraiment un truc important à retenir. Après, ce qui se passe selon phi, bah, c'est assez simple. Vous voyez que quand phi passe de 0 jusqu'à, enfin fait un tour complet, bah, vous tournez comme ça en longitude sans aucune forme de problème. Donc méfiez-vous, la longitude, on l'a vu lundi dernier, c'est entre moins 180 et plus 180. Le phi, par contre, c'est entre 0 et 360, donc c'est pas exactement les mêmes conventions, mais dans le principe, ça revient littéralement. Vous-même, vous faites un tour complet. Le plus difficile, à mon avis, pour vous, c'est de voir les trois vecteurs. D'accord. Donc là, vous pouvez zoomer, hein, ils sont là. Et pour le coup, si je trace le cercle selon θ et le cercle selon phi, les deux en même temps, vous voyez que vous avez donc une intersection ici. Vous voyez que vous repérez de façon univoque les deux choses. Et on retrouve bien que Eθ est tangent au cercle que j'ai appelé le cercle θ et que phi est tangent au cercle selon phi. D'accord. Ça, c'est aussi un truc extrêmement important à retenir. Sur la planète Terre, le sud, c'est pas le même pour tout le monde. D'accord. Le sud, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur Eθ. Et le vecteur Eθ dépend essentiellement de la longitude et de la latitude. D'accord. Donc quand par exemple, là vous imaginez, on ne déplace pas ça, tu restes là, toi. Donc c'est cette histoire. Là par exemple, vous êtes typiquement à Paris, à peu de choses près, vous êtes à 46 degrés, donc un peu au-dessus de Bordeaux. Donc, vous voyez que le sud pointe par là, et que si vous changez de latitude, j'ai dit, pardon, et bien en fait, le sud pointe vers une direction qui n'est pas la même. D'accord. Petite remarque également d'un point de vue géographique, le plan Eθ, Eθ-Ephi, oui, tout à fait. Le plan Eθ-Ephi, c'est ce qu'on appelle l'horizon. D'accord. Et EZ, c'est la verticale locale. Donc EZ, c'est par là. Ici, on est ici, grosso modo. EZ, c'est par là. Θ, c'est par là. Et Ephi pointe vers l'est. Donc Ephi est par là. On est d'accord. Le sud, c'est à peu près par là, grosso modo. L'est, c'est à peu près par là, grosso modo. On est d'accord. Vous pouvez voir le soleil se lever quand il reviendra. Un jour. Voilà, tranquillement. On est d'accord là-dessus, sur les trucs. Donc pareil, quand vous apprendrez votre cours, manipulez ce truc-là. Essayez de voir un peu les vecteurs, jouez avec. D'accord. Vous avez le droit aussi de manipuler un globe terrestre. J'espère que vous avez quand même ce genre de choses chez vous, a priori. Voilà. Etc. etc. Donc petite remarque hein, pour les fans d'astronomie dans cette histoire. Comme ça, c'est votre horizon. Ça vous raconte pourquoi il y a des étoiles que vous ne voyez pas, parce qu'elles sont cachées par la Terre. D'accord. Donc en gros, si vous posez la question de savoir quelles sont les étoiles que vous voyez au moins dans la journée, bah, elles sont coincées dans un cône. Comme ça, parce qu'en fait, votre plan d'horizon va tourner avec la Terre. D'accord. Celles qui sont à l'intérieur complet du cône, ce qu'on appelle les circumpolaires, vous les verrez toute l'année. D'accord. Celles qui sont dans cette partie-là du cône, bah, il y a des jours où vous ne les verrez pas, parce que vous pouvez les voir qu'en plein jour, et les jours où vous les verrez, vous pouvez les voir pendant la nuit, donc ça c'est plutôt cool. Et si vous êtes, et puis il y a celles qui sont dans cette partie du cône-là que vous ne verrez jamais si vous êtes dans l'hémisphère nord. Petite remarque pour alimenter vos réflexions diverses et variées. Si vous êtes au pôle nord, toutes les étoiles sont ce qu'on appelle circumpolaires. Vous voyez le ciel tourner autour de ça, d'accord. Et il suffit d'attendre la nuit, autant que le pôle nord arrive parce que ça c'est chiant, d'accord. Mais voilà, mais la nuit vous voyez l'intégralité des étoiles, d'accord, que vous pouvez voir dans l'année. Par contre, si vous êtes à l'équateur, d'accord. Alors l'équateur c'est fascinant hein, les étoiles pour ça parce que en fait si l'astronomie avait été développée dans la zone équatoriale on aurait pu penser que la Terre était cylindrique. Parce que le point de rotation du ciel il est à l'horizon. Donc les étoiles se lèvent comme ça à l'équateur quand même. D'accord. Puisque grosso modo les coordonnées sphériques et les coordonnées cylindriques sont équivalents quand θ est égal à π/2. Ça se passe comme un cylindre grosso modo. Ouais. Là, il n'y a pas l'axe de la... Rien à voir ça. Ça, c'est juste toi, comment tu vois le ciel tourner. Le soleil, par contre, fait ça. Ouais, ok. En gros, le soleil, lui, bouge d'un point de vue observateur terrestre. Donc, à l'équinoxe, il se lève pile poil dans l'équateur. Et puis ensuite, quand tu habites à l'équateur, grosso modo, en été, le soleil culmine au nord. Et en hiver, aux définitions européennes, en hiver, le soleil culmine au sud. Ok. Et à l'équateur, il culmine droit devant. Mais sinon, le ciel, lui, c'est un mouvement de rouleau. Et l'étoile polaire, elle est à l'horizon. Ah oui, ok. Voilà. Parce que le pôle Nord, bah regardez où est le Nord. Hein. Le Nord, il est par là. Il est selon Z. D'accord. Et là, au contraire, ça c'est un truc assez rigolo. En gros, vous voyez l'intégralité des étoiles
À une période de l'année, vous voyez la moitié des étoiles pendant la nuit, quoi qu'il arrive, et il faut attendre 6 mois pour voir l'autre moitié des étoiles. Vous n'avez aucune étoile circumpolaire dans cette histoire. Donc c'est parti des trucs rigolos. Voilà. Petite remarque, ça, le fait que les étoiles, qu'on voit des étoiles différentes lorsqu'on se balade en latitude, c'est la première preuve expérimentale de la rotondité de la Terre quand même. Je peux vous faire la même sur une Terre plate, c'est compliqué. Si vous vous déplacez sur une Terre plate, bah, vous voyez toujours les mêmes étoiles, parce que votre horizon, c'est le même plan pour tout le monde. Donc si votre horizon, c'est le même plan pour tout le monde, bah, il n'y a pas d'étoiles cachées en fait. Enfin si, vous en avez, mais c'est les mêmes pour tout le monde, dans le principe, d'accord. Or, il s'avère qu'on sait que au minimum les Égyptiens avaient fait le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Ça, c'est une certitude. Et parce qu'on a des tablettes, on a déjà des traces de choses qu'on associe au nuage de Magellan, à des constellations qui n'existaient pas. Les Égyptiens connaissaient très 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 bien leur système de constellations, puisque c'était leur horloge de base. Et donc, dans le principe, voilà, quand ils envoient 3 Pékins pour faire le tour du continent africain, d'accord, grosso modo, les gens se rendent compte qu'il y a des bugs, quoi. D'accord. En particulier, un des trucs très très frappants, vous en avez rien à foutre parce que vous vivez à l'époque moderne et le soleil, voilà, mis à part pour les vacances, vous en foutez. Mais factuellement, avant qu'on invente des montres, si vous voulez, le soleil, c'est ça qui vous donne l'heure. Et en particulier, pour quelqu'un qui vit en Europe, le moment où le soleil commence à culminer au nord, ça, théoriquement, ça pique un peu quand même. Parce que je vous rappelle qu'en Europe, le soleil culmine toujours au sud. Hein. Il n'y a pas de question à se poser. D'accord. Mais dès que vous passez les tropiques, vous avez une possibilité que le soleil culmine au nord quand même. D'accord. Voilà, donc juste, ça fait partie des choses. Donc, petite remarque pour celles et ceux que ça intéresse de débattre avec les débiles. Dans le principe, si vous faites une terre plate, bah, ça marche pas, quoi. C'est un raisonnement géométrique primitif. Il y a des raisons pour lesquelles on sait que la Terre est ronde depuis 2 millénaires, quand même. Parce que c'est vraiment la géométrie de base. D'accord. Donc voilà, jouez avec ça, tranquillement, chez vous, d'accord, quand vous apprendrez votre cours, histoire que les choses soient le plus claires possible. D'accord. Donc je les uploaderai sur l'ENT aujourd'hui sans problème majeur. Voilà. J'ai bouffé votre pause. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est toujours moi. Non, je vous mets en pause. D'accord. Vous avez le droit à une pause quand même de 10 minutes. Et puis on revient tout à l'heure.